Bonjour à tous, je suis Aurélie Blonde et je suis ravie de vous accompagner sur cette nouvelle série de Préfonds le podcast, un rendez-vous destiné aux agents de la fonction publique qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Préfonds le podcast, un numéro consacré aux conséquences de l'évolution démographique sur notre système de retraite. En France, selon l'INSEE, 1 personne sur 5 a au moins 65 ans contre 1 sur 10 dans les années 60. La population vieillit, la natalité baisse et le nombre d'actifs stagne, voire diminue, ce qui n'est pas sans incidence sur le financement des pensions. C'est ce que nous verrons dans un instant avec nos intervenants. Mais d'abord, quelle perception les Français ont-ils de cette évolution démographique et des conséquences sur leur retraite ? Nous leur avons posé la question, écoutez leurs réponses. Il est évident que la population vieillit, il est évident qu'il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs. Ce qu'on sait, c'est que l'évolution démographique, il va y avoir de plus en plus de vieux par rapport aux jeunes. Donc, on voit que le système de retraite, qui en France est par répartition, on a quand même tous appris ça, risque d'être fragilisé, ou c'est plus qu'un risque d'ailleurs. Ce que j'en sais, c'est qu'il n'y a plus tellement de renouvellement. Enfin, il y a moins de naissances actuellement. Donc, après, tout dépend de la politique d'immigration et d'intégration qu'il va y avoir en France. Sur l'évolution démographique, on a une baisse en France de la démographie, donc forcément à terme une baisse des cotisants. Sur ce, aujourd'hui, la génération qui est amenée à payer les cotisations de la génération d'avant n'a pas trop de perspectives d'emploi. Donc, pour payer les cotisations, ils seront moins nombreux avec moins de perspectives d'emploi. Je vois pas comment on ne peut pas ne pas travailler davantage aujourd'hui. Voilà la fin du système de retraite. On va voir ça avec Mélissa Asli-Petit. Bonjour Mélissa Asli. Vous êtes docteur en sociologie, spécialiste de la question du vieillissement. Gilles Evrard, bonjour, trésorier général de Préfonds. Et Anthony Marino, chef du bureau des retraites à l'adresse, direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Gilles Evrard, d'abord pour introduire cette émission, pourquoi Préfonds s'intéresse-t-elle à ce sujet ? Bonjour d'abord. Les évolutions démographiques sont des phénomènes lents dont on ne se rend pas forcément compte sur le moment, mais qui, au bout d'un certain temps, deviennent très significatifs et qui modifient de ce fait le cadre du système de retraite. Ces phénomènes sont particulièrement contraignants dans le cadre des retraites par répartition, mais la constitution d'une épargne de long terme, ce que propose Préfonds, y est a priori moins sensible. Alors, on va essayer de poser un peu les choses avec vous, Anthony Marino. Préfonds a 60 ans. Alors, essayons de comparer la situation démographique de la France sur quelques points. Quelle était l'espérance de vie à cette époque et quelle est-elle aujourd'hui ? Bonjour. Donc un petit élément de cadrage. Aujourd'hui, l'espérance de vie à la naissance moyenne pour une femme, c'est de 86 ans et pour un homme de 80 ans. Donc ça, c'est des statistiques de l'INSEE que je mentionne. Et si on regarde, il y a une soixantaine d'années, donc dans les années 60, c'était 74 ans pour une femme et 67 ans pour un homme. Donc une hausse d'environ 12 ans. Grosso modo, tous les 10 ans, on gagnait 2 ans d'espérance de vie. Donc tous ces gains d'espérance de vie ne se sont pas faits aux âges de la retraite après 65 ans. On a gagné un peu d'espérance de vie à tous les âges. Mais les 3/4 des gains d'espérance de vie sont faits au-delà de 65 ans. Donc entre les années 60 et aujourd'hui, tous les 10 ans, on a gagné 1 an et demi après 65 ans. Ce qui est notable, c'est toutefois que le rythme de progression a ralenti dans les dernières années. Donc là, je vous ai dit 1 an et demi qu'on gagne tous les 10 ans. Dans les 10 dernières années, ce rythme c'est un peu atténué. C'est plus que, entre guillemets, 0,7 ans pour les femmes et 1 an pour les hommes. Alors, même exercice pour le ratio actif retraité, il y a 60 ans et aujourd'hui ? Oui, effectivement, le ratio actif retraité a pas mal évolué. Donc, là, je m'appuyais sur des statistiques du régime général, qui est le régime principal. Une grande partie des assurés sont passés au régime général. Et donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que le ratio démographique entre les années 60 et aujourd'hui a fortement diminué. Il est grosso modo divisé par 3,5 dans cette droit, pour faire court. Entre 1960 et 90, il a été divisé par 2. Et entre les années 90 et aujourd'hui, il a perdu un tiers. Alors, tout s'explique pas par la démographie. Entre les années 60, 90, 2000, il y a un autre effet qui intervient, c'est que l'âge de la retraite a plutôt diminué en moyenne. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'entre les générations 1900-1930, cet âge moyen a baissé. Il est resté stable entre les années 30 et 40.
Il a un peu rebaissé entre les années 40-50 avec les carrières longues, et c'est à partir des générations 50 qui commence à remonter. Donc cette baisse du ratio cotisant sur retraité renvoie à la démographie, et aussi en partie, pour les années plus anciennes, à la diminution en moyenne de l'âge de départ à la retraite. La population vieillit, le nombre de retraités augmente, avec Mélissa Asselyne, une diversité des profils. On ne peut pas parler des retraités comme d'un ensemble complètement homogène. Oui, on ne peut pas du tout parler des retraités dans cet ensemble homogène, alors qu'on le fait quand même dans les médias ou même dans les politiques publiques parfois. Et il faut prendre en compte l'hétérogénéité de la population des retraités, que ça soit en termes d'âge, on l'a un peu entendu, il y a des générations de retraités déjà, en termes de genre, de classe sociale. Il y a quelque chose quand même qui est important, je pense, à mentionner, 40% d'écart de pension entre les hommes et les femmes, une pension moyenne nette d'environ 1 500 €, donc ça veut dire qu'il y a une diversité en termes de palette financière à la retraite. Pareil, pour continuer, il y a des statistiques aussi de parlementaires qui ont mentionné qu'il y avait un tiers des retraités qui gagnaient moins de 1 000 € et que 75% sont des femmes. C'est particulièrement important de le voir parce que ça va avoir ensuite un impact sur le mode de vie des retraités et EES surtout finalement. Et puis en termes de renoncement, il y a une étude des petits frères des pauvres qui est sortie l'année dernière et qui expliquait bien comment 69% des retraités, alors qui étaient en situation de précarité, connaissaient des privations, que ça soit par exemple en termes de logement, est-ce qu'on peut se chauffer, que ça soit aussi en termes de repas, et parfois certaines personnes sautent des repas. Et puis il ne faut pas oublier la question de la santé. Il y avait une étude de l'Union européenne qui expliquait aussi que 10% des femmes retraitées ne peuvent pas faire face aux dépenses de santé. Donc le niveau de vie des retraités, dans leur diversité, impacte sur le mode de vie. Alors je montre, je dirais, en exergue la question des petites retraites, mais c'est aussi important de prendre en compte les modes de vie dans leur diversité, parce que beaucoup de retraités aussi peuvent être aidants, soit de leurs parents, soit de leurs conjoints, mais aussi peuvent avoir, je dirais, une attention aussi aux générations de leur descendance. Donc c'est vraiment une prise en compte globale et sur lequel il faudrait être attentif. Je parlais de la question de la génération sandwich. Finalement, on s'occupe parfois des proches ascendants, mais aussi des descendants. Il faudrait pas opposer les générations, mais bien aussi considérer, quand on parle de retraite, que la retraite, c'est la continuité de notre parcours de vie, de notre expérience, finalement, à la fois d'emploi et de vieillissement. Et que c'est l'accumulation des problématiques favorables et défavorables qu'il peut y avoir sur le parcours d'emploi. La parentalité rentre notamment en ligne de compte, la question des temps partiels, la pénibilité en emploi, les carrières hachées, les fins de carrière aussi complexes, parce que même si on augmente l'âge légal des parents en retraite, ça peut aussi avoir un impact en fin de carrière sur les ni en emploi ni à la retraite. Donc véritablement, c'est prendre en compte, je dirais, l'ensemble des âges quand on pense retraite. Anthony Marino, on a fait avec vous un premier état des lieux de l'évolution démographique. Est-ce qu'on peut parler un peu des projections ? Je crois qu'il y a plusieurs scénarios. Tout à fait. Là encore, je vais m'appuyer sur les statistiques de l'INSEE. Donc l'INSEE fait des exercices de projection de population tous les 5-6 ans. Donc le dernier exercice, il date de fin 2021. Que fait l'INSEE ? En fait, l'INSEE projette la population en retenant 3 hypothèses. En fait, qu'est-ce qui va guider l'évolution de la structure et de la taille de la population ? La fécondité, la mortalité et le solde migratoire. Donc en fait, on voit il y a 3 déterminants. Et l'INSEE, pour chacun de ces déterminants, au regard de ce qu'on a constaté sur les années plus ou moins récentes, trace des tendances. Donc il y a un scénario central de mortalité, un scénario central de fécondité, un scénario central d'hypothèse migratoire, et avec des variantes, parce que des variantes plus ou moins hautes ou basses. Donc pour chacun de ces scénarios, de ces déterminants, il y a 3 hypothèses. Donc ça fait 3 x 3 x 3, 27 scénarios. Mais il y a quand même un scénario central qui est plus retenu notamment par le corps pour ces projections, c'est l'hypothèse centrale de fécondité, de mortalité et de solde migratoire. Donc ces hypothèses qui datent de fin 2021, elles reposent au niveau de la fécondité sur une hypothèse d'1,8 enfants par femme. Pour l'espérance de vie, grosso modo, reproduire les tendances récentes que je vous ai énoncées tout à l'heure sur les 10 dernières années. Donc, on irait dans cette continuité finalement, sans... On resterait sur une continuité, mais les gains d'espérance de vie, il y en aurait toujours, mais ils seraient modérés. Moins forts qu'il y avait une trentaine, quarantaine d'années. Donc les femmes gagneraient grosso modo 0,6 années de vie tous les 10 ans après 65 ans, et pour les hommes, 1 an. Donc on voit, je fais une petite digression, une réduction des écarts d'espérance de vie entre les femmes et les hommes. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais l'écart
aurait tendance à se réduire. Et enfin, sur l'hypothèse migratoire, une hypothèse qu'il y aurait 70 000 entrées nettes. Bon, il y a des sorties, il y a des entrées, mais le total, c'est 70 000 entrées nettes. Donc voilà ce scénario central, mais l'INSEE fait des variantes où la fécondité serait plus basse ou plus haute, où l'espérance de vie serait plus ou moins dynamique. Donc ça date de fin 2021. L'INSEE le refera dans les très prochaines années. Et alors, je ne veux pas préjuger de ce qui sera retenu, mais ce qui ressort actuellement par rapport à ces scénarios centraux, c'est que la fécondité, actuellement, on est plutôt un peu au-dessus de 1,6. Donc voilà, le scénario central, on ne le retrouve pas complètement dans le court terme. Les gains d'espérance de vie, notamment pour les femmes, ne sont pas aussi élevés que ce qui a été postulé dans les dernières hypothèses centrales. Et l'hypothèse migratoire, elle, c'est plus délicat, c'est plus fluctuant, c'est plus volatile. Donc à revoir dans le prochain exercice de l'INSEE. À anticiper, voilà, en tout cas. Tout à fait. Mélissa Asli, l'allongement de la durée de vie pose plusieurs questions. Vous l'évoquiez déjà tout à l'heure, notamment cette question de la solidarité entre générations, parce que maintenant, ce sont 3, 4, parfois 5 générations qui coexistent. Oui, alors peut-être reprenons sur la sécurité sociale. En 1945, quand on crée la sécurité sociale et donc le système de retraite, ça se base sur un pacte de solidarité entre les générations. C'est véritablement fort. Sauf que depuis 1945, la société a totalement évolué. On l'a pu l'entendre sur la question des gains de l'espérance de vie, mais aussi en termes, je dirais, de lien entre les générations. Aujourd'hui, on vit quand même dans une société qui est de plus en plus segmentée, dans une société qui est quand même un peu divisée, numérisée. On peut David Le Breton parle dans un de ses livres, La fin de la conversation, comment aussi le numérique nous éloigne et donc nous éloigne de l'altérité et donc de la différence entre les générations. Je pose ça parce que c'est véritablement important quand on parle de la retraite, de se questionner sur quelle vision fiable et solide on peut créer pour recréer un pacte de solidarité intergénérationnelle 2025 et plus basé sur 1945. Et de fait, les générations sont plus nombreuses. Comment on crée une adhésion aussi à une projection? Quand on parle de la retraite à quelqu'un qui a 25-30 ans, c'est aussi se projeter dans un avenir qui soit fiable, solide et qui donne une vision aussi d'optimisme. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses encore à retravailler pour qu'on recrée véritablement ce pacte de solidarité intergénérationnelle quand on parle de retraite et qu'on parle d'humain en même temps qu'on parle de chiffres. Anthony Marino, on le comprend très bien, la démographie guide beaucoup la viabilité du système de retraite, mais il n'y a pas que cet élément-là non plus. Tout à fait. Dans un système par répartition, l'équilibre financier il dépend de 3 déterminants. Donc le ratio démographique, vu que c'est les cotisants en activité qui payent pour les pensions des retraités, mais il y a 2 autres déterminants, c'est le taux des prélèvements qu'on consent pour les retraites et le niveau relatif des retraites par rapport aux actifs. Donc côté démographie, le ratio cotisants sur retraités, il est appelé à diminuer dans le scénario central de l'INSEE, mais même si on revenait sur d'autres hypothèses, la tendance resterait la même. C'est dû au gain d'espérance de vie. C'est dû aussi, notamment à court terme, à l'arrivée à la retraite des cohortes du baby-boom qui sont nombreuses. Donc cet effet démographique, on le connaît. Après, il y a un autre effet qui joue sur la soutenabilité financière du système de retraite, c'est le niveau des pensions par rapport au salaire. Donc en fait, il y a un effet assez important à avoir en tête, qui a été souligné plusieurs fois par le corps. Donc les salaires augmentent dans le temps au fur et à mesure, notamment avec la croissance économique. Les pensions de génération en génération augmentent. Moi, j'aurai une retraite plus élevée que mon père et mes enfants auront des retraites plus élevées que moi. Et d'année en année, les pensions sont indexées sur l'inflation, donc il y a une préservation du pouvoir d'achat. En revanche, cette indexation sur l'inflation, si elle préserve du pouvoir d'achat et des gains d'inflation, en revanche, il n'y a pas de répercussion des gains de croissance économique. Et donc, les pensions augmentent, c'est important de le dire, mais elles augmentent... C'est pas souvent ce qu'on entend. En plus, on a l'impression d'entendre un message assez contradictoire à ça. Mais oui, c'est important de le dire. Donc, la pension relative par rapport aux actifs diminue. Ça ne veut pas dire que la pension diminue. La pension de génération en génération, elle augmente. Dans le temps, elle augmente. Juste, elle augmente moins vite que les salaires. Et ça, c'est un effet qui renvoie notamment au fait d'avoir indexé, choisi depuis les années 90, d'indexer les pensions sur les prix. Mais ça, le corollaire de ça, c'est quand il y a de l'inflation, les retraités sont préservés, entre guillemets. Alors, dans ce contexte de vieillissement de la population et de tension sur le financement des retraites, l'allongement de la vie professionnelle est souvent présenté comme une nécessité, d'où l'importance, selon l'économiste Jean-Hervé Lorenzi, de remettre les seniors au travail. Écoutez. On s'aperçoit quand on fait le chiffrage des déficits publics en matière de retraite que le problème du taux d'activité
des 55-64 ans ou des 60-64 ans est beaucoup plus important que n'importe quelle autre mesure. C'est là-dessus que on peut rééquilibrer notre système de retraite. Deuxième aspect, c'est dans ce domaine-là, et tout particulièrement entre les 60 et 64 ans, que la différence avec les autres pays européens est majeure. On a 10, 20, 30 points d'écart, de différence avec des pays comme la Suède ou l'Allemagne, et ceci est tout à fait spécifique. C'est pas vrai pour l'âge de départ moyen à la retraite. Il n'y a pas autant de différence que ce qu'on raconte. Quand on dit que les Allemands partent à 67 ans, on se raconte des histoires. En revanche, on a cette énorme différence. Enfin, troisième aspect, rien n'est prédéterminé parce qu'au fond, on s'aperçoit que les efforts qui ont été faits ont permis d'augmenter notamment le taux d'activité des 55 à 60 ans de manière assez significative depuis 2-3 ans. Donc, toute politique active dans ces domaines-là peut permettre d'aboutir à des résultats non négligeables. Voilà, Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes. Mélissa Slipetit, je vous voyais prendre quelques notes. Vous avez envie de réagir à ce que vous avez entendu ? Oui, alors... Je rejoins totalement Jean-Hervé Lorenzi. On était dans cette culture de la sortie précoce du marché de l'emploi et donc on considérait qu'à 55 ans, il fallait pousser dehors, entre guillemets, les 55 ans et plus. Bien évidemment, il y a eu énormément d'évolutions sur l'emploi des 55 ans et plus. Il l'explique. Je pense que là, le vrai travail serait à miser sur les 60 et plus parce qu'il y avait une vraie chute du taux d'emploi. Mais il y a l'économiste Michael Zemmour qui expliquait, avec l'allongement de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans, que le ni en emploi ni à la retraite touchait principalement les femmes et les classes populaires, en fait, les personnes aussi qui ont des travaux, des emplois pénibles. Donc c'est véritablement, je dirais, avoir un poids sur ces métiers et les parcours du féminin. Et peut-être pour rajouter quelle reconnaissance on a dans l'emploi sur ces carrières et sur l'emploi des seniors pour donner une perspective pour que on n'ait plus envie de se dire vite, je veux partir à la retraite. Mais au final, les 4 ans, 2 ans d'emploi, en fait, sont vraiment utiles, valorisants, vivifiants. C'est aussi des changements de mentalité qui sont à opérer. Gilles Evrard, pour accompagner toutes ces évolutions démographiques dont on parle depuis tout à l'heure, qu'Anthony Marino nous a dressé, il est évidemment essentiel d'anticiper et de se constituer aussi une épargne. Oui, en effet, le système actuel des retraites par répartition dépend en fait assez peu de notre propre capacité d'épargne pour chacun d'entre nous, mais il dépend des capacités contributives des autres, avec les aléas, les évolutions qui viennent d'être rappelées. De ce fait, qu'il y ait une part liée à ses propres capacités d'épargne et qui peut s'adapter aux évolutions de sa propre carrière et des anticipations qu'on en fait, est donc une bonne chose. Je signale d'ailleurs que le taux d'épargne des Français en général est assez élevé, plus élevé que dans beaucoup d'autres pays, et qu'en particulier les agents publics, qui sont donc la population auquel s'adresse Préfonds, disent dans une étude récente à environ 3/4 d'entre eux qu'ils sont susceptibles de pouvoir mettre de l'argent de côté dans la perspective de la retraite. Donc effectivement, un complément de retraite par la constitution d'une épargne est, à mon avis, une chose essentielle. Dans ce contexte de capitalisation, quel est le rôle de l'actuaire pour garantir le bon montant de la rente à vie ? C'est ce que nous explique Noëlle Bogureau, actuaire certifiée et dirigeante du cabinet Cap Actuaria. Le rôle de l'actuaire, c'est de s'assurer que les tables sont bien construites, alors en fonction de l'expertise actuarielle, donc en fonction des normes actuarielles, et puis en utilisant les bonnes données basées sur l'expérience Préfonds. Il y a des tables réglementaires, qui sont des tables de mortalité construites et qui sont utilisées par défaut par l'ensemble des assureurs. Et quand on a un régime qui est de la taille de Préfonds, on peut faire des tables d'expérience. Et en fait, la table d'expérience sert à connaître l'espérance de vie des affiliés, sachant qu'en général, les tables sont prospectives, c'est-à-dire que connaissant l'évolution de l'espérance de vie par le passé, on tient compte du fait que l'espérance de vie dans le futur va continuer à augmenter comme par le passé. C'est dans cette mesure-là où on parle de table prospective. Et donc, ces tables d'expérience sont basées sur la mortalité réellement observée et projetée pour tenir compte de l'évolution de l'espérance de vie.
Que projette les tables de mortalité? Elle projette une espérance de vie qui va continuer à croître dans le futur comme l'espérance de vie a cru dans le passé. Donc là, il n'y a pas d'hypothèse que la courbe va s'inverser ou l'espérance de vie va arrêter d'augmenter. Pour l'instant, on continue à projeter une croissance de l'espérance de vie. Noël Bouguereau, actuaire certifiée dirigeante du cabinet Cap Actuariat. Mélissa Asselie, on parlait tout à l'heure avec vous des petites retraites qui créent des renoncements, vous le disiez, au quotidien. Et d'où cette nécessité qu'on évoquait aussi avec Gilles Evrard d'anticiper? Oui, l'anticipation, je pense que c'est un mot-clé pour l'ensemble des personnes qui deviennent retraitées. Bien sûr, celles qui ont des petites retraites, mais les autres. Mais ce que je vois aussi revenir c'est dans les échanges que je peux avoir avec les retraités, c'est vraiment cette notion d'être informé, d'avoir la bonne information pour connaître l'impact réel de cette anticipation. C'est-à-dire que pour que je puisse anticiper, il faut que je puisse me projeter, que j'ai une vision claire et précise, même si elle peut être un peu flexible, mais que je sache en fait dans quoi je m'engage. Voilà, donc pour anticiper, il faut quand même avoir cette information et faire attention aussi de ne pas parfois effrayer les personnes, parce que quand on a trop d'informations, eh bien aussi ça peut effrayer et ne pas anticiper. Donc c'est un équilibre assez complexe à trouver de l'information qui vient peu à peu et pour pouvoir anticiper. Je dirais juste un bémol, il y a des moments de vie où on peut plus facilement anticiper que d'autres parce qu'on peut être pris à des moments dans un quotidien tout au long du parcours de vie où il y a des fois, on va plutôt anticiper sur des actions du moment présent que du moment futur. Donc c'est toujours un équilibre à trouver. Alors on arrive bientôt à la fin de cette émission. On l'a déjà un peu évoqué avec vous, Anthony Marino, mais compte tenu des scénarios démographiques, que disent les projections du corps sur le nombre de retraités par cotisant? Alors les projections du corps, elles dépendent en premier lieu des projections démographiques faites par l'INSEE. Ce que projette l'INSEE dans son scénario central, c'est une baisse du ratio des moins de 60 ans sur les plus de 60 ans. Donc ce ratio baisserait de 1,8 à 1,3 compte tenu de ce qu'on a vu sur la fécondité, l'espérance de vie, etc. Partant de là, le ratio cotisant sur retraité, donc, il suit cette tendance-là, mais il est impacté par un autre effet qui est l'âge de départ à la retraite. Et ce qui est projeté par le corps, c'est que l'âge de départ à la retraite va augmenter entre aujourd'hui et les années 2040. Ça, c'est l'effet des réformes 2010, 2014 et 2023. Et donc cet effet-là va atténuer l'effet démographique. Et donc l'effet démographique qui passe de 1,8 à 1,3, quand on passe dans une grandeur cotisant sur retraité, ça baisse de 1,7 à 1,4. Gilles Evrard, je vais vous laisser la difficile tâche de conclure cette émission. Oui, merci. Je vais essayer de donner un point de vue conclusif, effectivement, du moins pour le moment, puisque c'est un sujet qui continuera à nous occuper et à évoluer. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que le régime de répartition actuel est un régime de solidarité, donc qui procède d'un pacte de solidarité, pour reprendre le terme qu'employait Mélissa tout à l'heure, et qui est donc un régime très important, essentiel dans notre société, mais dont on a vu au cours de ces échanges que l'équilibre qui, dans l'idéal, doit être réalisé à chaque instant, ne peut l'être qu'au travers de toute une série de paramètres, démographiques ou non démographiques, et qu'il est, l'actualité le montre, très difficile d'ajuster. Dans ces conditions, il apparaît aussi tout à fait légitime de vouloir compléter ce régime par un régime qui dépend davantage de ses propres capacités contributives d'épargne, de ses propres perspectives de carrière, de ses anticipations, à condition effectivement que l'on puisse apporter sur ces matières, sur la façon de faire ces projections, suffisamment d'informations auprès des gens. Donc, en conclusion, je dirais que faire reposer la retraite sur plusieurs de ces piliers me semble une assurance plus grande pour que chacun puisse conserver un niveau de vie convenable au moment de sa retraite. Merci à tous pour votre participation à cette émission. Merci aussi de nous avoir suivis. Mélissa Asselie-Petit, je rappelle que vous êtes docteur en sociologie, spécialiste de la question du vieillissement. Gilles Evrard, trésorier général de Préfonds, et Anthony Marino, chef du bureau des retraites à l'adresse, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Préfonds le podcast. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations.